Voilà, bonjour à tous, moi je m'appelle Peter Danet, je suis donc radiothérapeute au centre de radiothérapie ici à Dunkerque et je remercie l'organisation pour m'avoir demandé de parler durant une petite demi-heure concernant la radiothérapie stéréotaxique. La stéréotaxie, c'est quoi? C'est en fait une technique, un autre moyen de traiter les patients en radiothérapie qui a commencé il y a une dizaine d'années, dans le domaine du cancer du poumon, raison pour laquelle je commence mon topic dans les cancers pulmonaires. Voilà. Si on voit les cancers qui sont les plus fréquents dans le monde mondial, c'est en première place le cancer du sein qui est suivi par le cancer colorectal et en troisième place le prostate. Le cancer pulmonaire il est responsable pour le quatrième place. Si on regarde un petit peu les chiffres, on voit que les cancers, par exemple, le cancer du sein et le cancer du prostate, ils sont plus que le double présents que le cancer pulmonaire. Si on regarde les décès qui sont liés donc, à un cancer, on voit que sur la première place c'est le cancer pulmonaire, qui est vraiment plus responsable pour des autres types de cancers. Et ça, c'est pourquoi parce que beaucoup des cancers de poumon, ils sont détectés dans le stade avancé. Alors, quand on va découvrir une lésion chez le patient, on a trois types de stades du cancer. Le cancer, il peut être juste localement, ça veut dire sur place primitive au niveau du poumon, une seule lésion, ou il peut être localement avancé, régional, donc, où on voit, par exemple, une atteinte ganglionnaire médiastinale. Donc, ça reste toujours au thorax. Et pour ça, on peut proposer aux patients un traitement curatif, soit une chirurgie, soit une radiothérapie, soit une combinaison de chimiothérapie avec radiothérapie. Mais on voit que la plupart, plus de 50% des patients sont découverts avec un stade avancé, avec des lésions à distance. Ça veut dire donc des métastases, par exemple osseuses, hépatiques ou au niveau cérébral, pour laquelle les patients peuvent recevoir un traitement systémique, donc soit une chimiothérapie, ou aussi donc des nouveaux traitements, par exemple l'immunothérapie et des thérapies ciblées, où mes autres confrères vont en reparler tout à l'heure. Si on va regarder chez ces patients, par exemple, au bout de 5 ans après la diagnostic, qui est encore en vie à ce moment, on voit les patients qui ont vraiment des métastases à distance, que ce n'est pas très favorable. Même pour un cancer qui est localement juste au niveau du poumon, on voit aussi qu'il y a peu, 50% des patients qui sont encore en vie. Alors, ici, sur ce diaporama, il y a beaucoup d'infos. Mais je vais vous juste dire qu'il y a quand même un progrès dans le monde de notre traitement. Ce sont des chiffres de tous les traitements, par exemple le cancer de prostate, le cancer du sein, mais aussi le cancer de poumon. Et là, on a regardé sur, par exemple, 35 ans d'années. Donc, dans les années 70, on a détecté tous les cancers, et après 5 ans, après le traitement ont été réalisés, on a regardé la survie encore à ce moment. Et ça, on a refait de nouveau 35 ans plus tard, donc autour de 2010. Et ce qu'on voit, par exemple, le cancer de prostate était avant une survie au bout de 5 ans, 70%, et actuellement, on arrive presque à 100% de garder les patients en vie au bout de 5 ans. J'avais déjà mentionné que le cancer pulmonaire, il est quand même responsable pour beaucoup de décès, et là, on voit aussi quand même une progression. Donc, on passe de 12% à 18%. Donc, grâce aux nouvelles techniques, mais aussi grâce, par exemple, aux nouveaux traitements, par exemple, la radiothérapie stéréotaxique. Alors, ici, on voit la définition de radiothérapie stéréotaxique. Ça veut dire qu'on va irradier le patient seulement la lésion qui reste vraiment localisée, qui n'est pas non plus trop grande, avec une grande dose, et à côté, on va mettre une faible dose aux organes à côté, par exemple les structures du grêle ou les tissus musculaires ou le cœur. Et ça, on fait en quelques séances avec
Durant chaque séance, donc une haute dose. Je pense que vous connaissez tout le monde, dans votre entourage, des patients qui ont déjà subi une radiothérapie, et la plupart, on parle toujours d'une trentaine de séances. Par exemple, pour un cancer de prostate, on va jusqu'à 40 séances, pour un cancer du sein, on est autour de 30 séances, donc toujours 6 à 8 semaines de traitement. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'on traite des grands volumes. Ça peut être le sein complet avec toutes les aires ganglionnaires, ça peut être le cancer de prostate avec toutes les aires ganglionnaires, et on ne peut pas délivrer donc des grandes doses à chaque jour, parce que sinon il y a trop de toxicité aux organes qui sont juste à côté. Donc ça, on va vraiment fractionner tous les jours une petite dose pour arriver à une grande dose au fin de notre traitement. En stéréotaxique, c'est un traitement qui donne donc une haute dose avec une tellement précision, les fractions sont limitées. On va attaquer la lésion ciblée de différents points, donc beaucoup de faisceaux avec une technique qui va tourner la machine autour de vous. C'est un traitement qui est non invasif, qui est aussi très favorable parce que ça veut dire qu'on peut traiter tous les patients. On va donc faire l'ablation de la lésion et on va épargner donc la dose au niveau du tissu qui sont juste à côté. L'avantage surtout, c'est par exemple dans le cancer pulmonaire, qu'on peut traiter les patients qui sont un petit peu à risque. Je ne dois vous pas dire que les patients qui sont par exemple 75 ans, 80 ans, il y a un cancer du poumon qui est découvert en stade limité, par exemple un nodule de 2-3 cm. Il va voir le cardiologue, il a déjà des antécédents cardiologiques et donc l'anesthésiste dit non, il n'est pas favorable pour faire une chirurgie. Donc avant, ce patient, ils étaient un petit peu condamnés pour faire par exemple une chimiothérapie pour juste stabiliser la lésion. En fait, ce jour-là, nous, on peut donc voir ces patients et leur proposer donc une radiothérapie avec une ablation de cette lésion. Le traitement, ça prend une vingtaine, 30 minutes par jour. Toute la course est faite dans une semaine ou dans les 2 semaines. Il n'y a donc pas, comme j'avais déjà dit, pas d'anesthésie nécessaire. Et l'avantage aussi qu'il n'y a pas trop de morbidité, par exemple, en comparaison avec une chirurgie. Donc, ça veut dire, après le traitement s'affermit, la semaine d'après, on peut reprendre notre vie normale, même des jeunes patients qui reprennent tout de suite leur boulot. Donc, en stéréotaxie, notre mot de clé, c'est ça qu'on nous dit en France, mot de clé, ouais. C'est la précision. On doit être vraiment précise pour traiter la lésion qu'on n'est pas à côté. Pour ça, nous, on va voir la patiente en consultation d'annonce pour lui expliquer le nombre de séances et les effets secondaires. Et après, nous, on va donc mettre en route le traitement. Qui est important, on voit vraiment où s'est localisée la lésion. Et pour ça, on va utiliser, pour contrôler donc cette volume, plusieurs autres techniques. Par exemple, l'IRM cérébral pour des lésions qui sont au niveau cérébral, au niveau des cerveaux. Ou pour un cancer du poumon, par exemple, le TEP scan. Je pense que M. Wagner il a déjà parlé un petit peu de tumeurs qui se nourrissent avec de glucose. Donc, le TEP scan, c'est un examen. On fait donc un scanner entier du corps, au moment que le patient il est à jeûne, et après, on va donc injecter un produit, un sucre qui est marqué avec un marqueur. Et ce produit il va donc être actif au niveau du cerveau, au niveau du rein, au niveau du corps, au niveau du cœur, parce que ce sont des organes qui travaillent tout le temps. Un tumeur, il se nourrit également tout le temps. Ça veut dire qu'il va aussi capter ce produit. Et là, pour nous, ça nous aide vraiment pour bien voir où s'est localisée donc la tumeur. Par exemple, ici, on voit vraiment un flash, et ça, c'est donc le tumeur. Après, nous, on va contrôler la tumeur, on va prendre en compte la respiration, on va faire donc une dosimétrie, c'est les physiciens qui calculent la dose pour mettre en route le traitement. La première étape, c'est donc le centrage, parce que durant ce traitement qui est vraiment précisé, le patient ne peut pas bouger. Donc on a plusieurs moyens, par exemple, pour immobiliser les patients. Ça peut être des masques, mais aussi, par exemple, des matelas sous vide, qui font donc que le patient est vraiment immobilisé, ou parfois aussi des arceaux, où on peut mettre donc un petit bloc au niveau du thorax pour éviter que le patient va vraiment respirer très fort.
Quand je parle de précision, je parle aussi toujours qu'il faut avoir donc des outils, des moyens pour contrôler durant le traitement si le patient ne va pas bouger. Donc, on va contrôler la position du thorax, la position des bras. Et nous, dans l'Institut, on a opté pour investir dans un système qui s'appelle Vision RT. Le Vision RT, ça va en fait contrôler notre respiration durant le traitement pour prendre en compte aussi donc, le mouvement de la tumeur. Donc, ce n'est pas seulement le patient qui va bouger, mais aussi la tumeur, dépendant de notre respiration. Donc, durant le centrage, on va faire apprendre au patient qu'il doit inspirer, expirer doucement. Et on va contrôler qu'il ne fait pas trop d'efforts, que ça reste toujours stable. Après, on va faire le scanner dans cette position-là pour recalculer donc toute le surface qui va gérer un petit peu comme une imagerie. Donc, en fait, le scanner, il y a quelques caméras qui sont à côté qui vont observer durant, par exemple, 15 minutes le patient qui va donc enregistrer toutes les respirations et il va créer une imagerie surfacique. Et ça, après, on va donc synchroniser durant le traitement. Ici, c'est notre scanner 4D, donc ça veut dire qu'on va prendre des images durant tout un cycle de respiration. Donc, il y a l'inspiration jusqu'à l'expiration, et jusqu'au moment que l'inspiration se reprend, on va donc voir la localisation de la tumeur. Et ça nous aide pour après donc contourer. Par exemple, sur l'image ici côté gauche, on voit durant l'inspiration, donc il y a beaucoup de l'air ici au niveau du poumon, l'abdomen est un petit peu en bas, on voit la tumeur qui est contourée. Dans la phase de l'expiration, donc les poumons ils sont plus vides, l'abdomen il va monter et on voit la place de la tumeur qui est vraiment un petit peu en dehors de notre localisation où l'avait contourée. Donc c'est pour ça qu'on fait ce scanner 4D dans toutes les dimensions pour prendre en compte donc, le mouvement de la tumeur et on va contourer donc cet volume pour l'irradier. Ça c'est un petit peu technique, mais juste il faut apprendre, donc il y a le tumeur et là autour donc on va prendre en compte le mouvement de cette lésion et puis encore un marge autour parce qu'il y a toujours quand même un petit peu de mouvement du patient pour être sûr qu'on ne manque pas la lésion. Ça, je vais skipper parce que c'est un petit peu compliqué. Une fois qu'on a fait le contourage, les physiciens qui travaillent dans notre équipe, eux, ils vont calculer la dose pour délivrer donc une haute dose, donc, comme j'avais déjà dit, au niveau de cette lésion et pour vraiment donner une faible dose autour. Donc, on va vraiment en grand gradient. Et ça, on fait par ou plusieurs faisceaux ou par une technique où la machine va tourner tout le temps autour de vous. Cette image, c'est juste pour montrer donc l'avance de la technique. Avant, par exemple, pour un cancer du poumon, on pouvait par exemple irradier par 2 faisceaux ou par 4 faisceaux et ça faisait comme un petit peu un box, une petite boîte. Ça reçoit donc quand même toute notre dose pour juste irradier une petite lésion. Et avec la nouvelle technique de stéréotaxie, on va donner juste la dose ici. Et pour le reste du poumon, on va vraiment rester faible. Et ça nous évite aussi qu'il y a donc après des effets secondaires, par exemple, de dyspnée. Avant qu'on démarre le traitement, on va chaque jour contrôler donc la position de la tumeur. Donc, jusqu'à ce moment, on a fait notre centrage avec notre scanner 4D et notre planning. Maintenant, on est en temps réel durant le traitement. Donc, on va de nouveau positionner le patient dans la même position. Et ici, c'est un petit peu peut-être difficile pour voir, mais dans ce croix, il y a donc 2 différents scanners. Donc, ça, c'est un scanner et ça, c'est un autre scanner. Donc, nous, on va prendre notre scanner de centrage et ça, c'est le scanner de jour où on va contrôler dans tous les sens si le tumeur il est bien sur la même place, qui semble ici le cas.
Côté gauche, on voit aussi qu'il y a vraiment un bon match. Côté droite, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Parce que là, c'est notre lésion qu'on a contourée. Et là, on voit que la lésion sur la machine, vraiment en temps réel, n'est pas ce qu'on veut irradier. On voit aussi qu'il y a une modification du thorax. Donc là, on va quand même faire quelque chose et pas démarrer le traitement. Durant le traitement, on sait qu'il prend une vingtaine de minutes. On va aussi toujours contrôler la position de la tumeur. Donc, c'est un petit film qu'on peut faire, ou plusieurs clichés, un petit peu comme une radiographie du thorax, où le faisceau, il va aussi contrôler la position de la tumeur pour nous rassurer qu'on est vraiment bien centré. Et puis, on revient avec notre système de vision RT, donc la projection, cette imagerie surfacique qu'on avait déjà créée, on va maintenant de nouveau faire cette projection autour du patient. Et donc, on va voir qu'il y a vraiment un match et les caméras qui sont là dans la salle de traitement, ils vont détecter dès que la patient il bouge. Et ça, par exemple, on voit ici, s'il y a par exemple 6 mm de différence, le traitement, il est bloqué. Il est arrêté parce qu'on n'est plus vraiment précise. Jusqu'au 4 mm, c'est supporté, mais au bout de 4 mm, donc, le système va le mettre donc en rouge pour bloquer et pour éventuellement réinstaurer donc le patient et son position. Et après, donc, de nouveau reprendre le traitement. Donc, le traitement conventionnel où j'avais montré des images avec la petite boîte, donc les grandes doses, et notre radiothérapie stéréotaxique, on va faire un contrôle de ces deux options de traitement. Et pour les maladies qui sont vraiment localisées, on voit que le contrôle local est nettement plus haut, nettement, c'est une grande différence, on est presque arrivé à 100% pour contrôler donc la maladie. Et on voit aussi que la survie au bout de 3 ans, il double pareil. Et c'est pour ça donc, que j'avais déjà parlé des statistiques qu'on a gagnées, par exemple, pour les cancers du poumon de 12% vers 18%, qu'il y avait donc des nouvelles techniques de traitement. Et stéréotaxie est par exemple responsable pour ça. Concernant la toxicité, il y a aussi des études pour des patients surtout âgés. On voit ici, ils sont 75 ans ou plus âgés. Et on va contrôler aussi la survie au bout de 3 ans et on voit aussi qu'on arrive presque aux 50%. Donc vraiment une amélioration. Les effets secondaires du traitement, c'est une fatigue qui est autour de 30%. Et puis les autres effets secondaires sont dyspnées, parfois des douleurs au niveau du cage thoracique ou une rougeur. Mais ils restent faibles parce qu'on voit des chiffres 5, 3, 2%. Donc on peut conclure qu'il n'y a pas non plus très de toxicité en rapport avec ce traitement. Une autre étude montre un petit peu la différence, par exemple, entre la chirurgie et la stéréotaxie, parce qu'il y a toujours encore aujourd'hui des patients qui sont opérés pour des petites lésions, surtout des patients jeunes. Si on va comparer donc dans une étude, toutes les patients qui sont opérés pour des lésions qui sont inférieures de 4 cm, et d'un côté on va donc faire une stratification, la moitié des patients on va faire une chirurgie, l'autre moitié on va faire donc une radiothérapie stéréotaxique. Et on va contrôler au bout de 3 ans de nouveau la survie, et on voit que la survie est nettement plus haut avec la radiothérapie stéréotaxique en comparaison par exemple avec une chirurgie. Mais la grande différence est aussi dans la toxicité. Les patients qui ont subi une chirurgie par une lobectomie, ils ont plus des effets secondaires de dyspnée, des douleurs thoraciques, en comparaison par exemple avec cette radiothérapie. Parce qu'on avait déjà beaucoup d'expérience avec ce cancer de poumon et donc cette haute dose au niveau des nodules pulmonaires, on avait aussi un petit peu intéressé pour des patients qui présentent des oligométastases. Alors, c'est quoi des oligométastases? Ce sont des patients qui présentent quelques lésions limitées à quelques organes. La première figure présente un patient ici qui a un cancer pulmonaire sans autre lésion à distance. La deuxième figure, c'est un patient qui présente 2 lésions. Donc là, on dit que c'est une maladie oligométastatique.
La troisième figure, on voit qu'il y a plusieurs lésions aux plusieurs organes, par exemple au niveau des cerveaux, au niveau des os, au niveau du foie. Ce patient, on appelle les polymétastatiques. La définition de oligométastase, ça vient du grec. Oligo, ça veut dire peu. Méta, c'est le mot pour dire à distance. Donc, on a peu de lésions à distance. En général, la définition est entre 1 toléré jusqu'à 5, donc dans quelques organes. Et toutes les lésions doivent être donc accessibles pour un traitement radical local. À côté de la définition de oligométastase, ou encore des autres définitions à côté, par exemple, oligorécurrence. C'est un petit peu la même figure que j'avais montré juste dans le diaporama avant. Donc, on a un tumeur primitive avec une lésion ou deux lésions à distance. C'est une maladie oligométastatique. Ici, on parle de oligorécurrence. Ça veut dire que le primitif, il a été traité, donc le patient a été guéri, mais après quelques années, on voit qu'il y a de nouveau des lésions qui apparaissent. Les lésions, ils sont faibles en nombre, donc on parle de nouveau de oligo, mais on utilise plutôt le terme oligorécurrence. Et puis on a encore un troisième terme, qui commence aussi avec oligo, c'est l'oligoprogression. Ça veut dire, par exemple, c'est un patient qui retrouve quelques lésions pour lesquelles il y a un traitement systémique, par exemple une immunothérapie ou une chimiothérapie. Et tous les 2-3 mois, on va refaire un bilan. Et la maladie, il reste stable durant le traitement, donc ça répond. Mais à un certain moment, on voit qu'il y a une lésion qui progresse. Et on ne sait pas pourquoi, ça peut être qu'il y a vraiment modification dans ces cellules-là, donc une petite clone qui est différente que les autres, pour laquelle il n'est plus sensible au traitement. Et pour nous, ça peut aussi être une indication pour traiter cette seule lésion, pour poursuivre donc le traitement qui peut stabiliser cette lésion. Donc il faut retenir oligométastase, oligorécurrence, oligoprogression. Donc ils sont tous accessibles pour des traitements. Avant le traitement, les patients étaient plutôt traités par chirurgie, c'était donc enlever donc, la lésion au niveau du poumon ou au niveau du foie, une cryothérapie ou aussi une haute dose avec l'ablation, ou maintenant donc la radiothérapie. Parce qu'on n'avait pas non plus des recommandations dans la monde. On voyait les patients qui avaient par exemple quelques lésions, mais on n'avait pas de protocole pour dire est-ce qu'il faut faire une chimiothérapie, est-ce qu'il faut faire quelque chose d'autre, est-ce qu'il faut faire une radiothérapie. Donc pour des patients qui avaient donc un cancer du sein, on avait donc fait un pont. Je ne trouve pas le mot en France. Voilà, donc une demande, une étude un petit peu où on va demander, par exemple, au centre de radiothérapie, est-ce que vous utilisez la technique ou pas? Et là, on voit quand même qu'il y avait beaucoup de patients qui acceptaient déjà de traiter les patients avec maladie oligométastatique, malgré qu'on n'avait pas d'une évidence dans les études. Mais ça a changé en 2019 parce que ça, c'était la première année où on avait vraiment preuve qu'il y avait un bénéfice. Donc, on avait l'étude qui s'appelle COMET, où il y avait des patients inclus jusqu'autour de 5 métastases. Ce sont des patients qui étaient vraiment dans de bonnes conditions et où on pouvait encore expecter donc une survie de plus de 6 mois. Les caractéristiques, ce sont des patients qui ont ou cancer du sein, cancer colorectal, cancer de prostate, cancer de poumon, donc jusqu'au niveau de 5 lésions de métastases. Le but de l'étude, c'était vraiment pour voir, est-ce qu'on peut guérir ce patient? Est-ce qu'on peut vraiment gagner vraiment une survie globale au bout de quelques années? Donc, quand on parle d'études, on va donc prendre donc, tous les patients avec les mêmes critères d'inclusion et on va le randomiser dans un groupe qui va recevoir un traitement de standard qui est dans ce cas-là, par exemple, une chimiothérapie.
et on va les traiter s'il y a des douleurs par radiothérapie. Et la deuxième groupe, on va faire par exemple aussi la chimiothérapie, mais on va irradier les lésions qu'on voit déjà. Malgré qu'ils sont douloureuses ou pas, on va traiter toutes les lésions, donc jusqu'aux 5 lésions, et on va aussi ce patient donc donner une chimiothérapie. Et ce qu'on voit, c'est un petit peu difficile toujours pour comprendre, mais au total, la survie est vraiment importante dans la groupe qui a eu une chimiothérapie, plus donc une radiothérapie au niveau des lésions oligométastatiques, comparaison avec donc une chimiothérapie seule. Et dans ce graphique, on voit aussi, on regarde la progression de la maladie. Ça veut dire, durant quelques mois, durant quelques années, est-ce qu'il y a des nouvelles lésions qui vont apparaître? Et dans le groupe qui a eu donc la radiothérapie, on voit aussi que la progression est vraiment plus lente, qu'on gagne vraiment du temps. Et ça peut être lié parce que si on a des lésions à distance, par exemple dans 3 endroits, ces lésions peuvent être responsables pour la poursuite de la maladie. Parce que à partir de cette lésion, les cellules peuvent de nouveau se mettre au niveau du lymphe et partir au niveau du sang et donc partir dans des autres organes et responsables pour donc la poursuite de la maladie. Les effets secondaires durant le traitement étaient aussi de nouveau faibles. On ne voit pas vraiment des grades 3 qui... Dans la toxicité, on a 4 grades. Le grade 1, c'est faible, 2, et on va jusqu'au 4. Donc, il n'y avait pas de grade 4, et les grades 3 sont aussi faibles, par exemple, un type de douleur, un type de dyspnée ou la fatigue. La conclusion de cette étude, qui était donc là vraiment la première preuve mondiale qu'on avait eue, c'était quand même donc qu'il y avait un gain de survie chez ces patients qu'on traite donc avec une maladie oligométastatique. Et ça nous engage pour poursuivre le traitement. Et maintenant, il y a déjà des études en cours où on traite les patients jusqu'aux 10 lésions à distance. OK. Puis on a encore les patients qui sont atteints par un cancer du sein, qui sont quand même la plus grande population qu'on traite. Et là, il y a un petit peu un subgroupe avec les patients qui présentent seulement des métastases osseuses. Et là, parfois, on demande, est-ce qu'on peut guérir cette patient-là? Donc, on avait demandé dans cette étude au centre pour voir s'ils font, par exemple, d'habitude un traitement systémique, donc la chimiothérapie, ou ils vont faire une radiothérapie. Et la réponse, c'est quand même qu'il y a une minorité qui fait déjà une radiothérapie parce que la plupart n'ont pas encore les moyens ou pas encore les investissements faits pour faire donc la radiothérapie stéréotaxique. Ici, c'est des bonnes nouvelles parce que le titre, ça dit « Les patients avec un cancer du sein qui présentent des oligométastases, il y en a qui vivent plus que, par exemple, 10 ans. » Ça donne du courage. Dans cette étude, on a eu des patients qui présentent seulement donc, des lésions au niveau des os, qui sont dans bronchite générale. On va les traiter au niveau des métastases. Les métastases au niveau cerveau étaient exclues et la plupart étaient traitées entre 5 et 10 séances. Je me suis trompé, j'avais dit seulement des métastases osseuses, ce n'est pas le cas. On va aussi stratifier dans le groupe, côté droite, qui présente seulement des métastases osseuses. Côté gauche, on va traiter les patients avec des métastases osseuses, mais aussi, par exemple, métastases pulmonaires. On voit déjà quelques différences dans ce tableau. Patientes qui présentent, par exemple, des métastases osseuses seules, en moyenne, ils sont un petit peu plus jeunes. 44 ans, en comparaison avec l'autre groupe de 60 ans. Ce sont des patients qui sont aussi plus sensibles pour des hormones hormonales parce qu'ils ont plus d'expression des récepteurs hormonosensibles. Et les patients se sont aussi détectés d'emblée, par exemple, avec quelques lésions osseuses. L'étude montre vraiment qu'il y a un bénéfice dans le groupe des patients qui présentent seulement
des lésions osseuses parce qu'au bout de 10 ans, on voit qu'il y a encore 75% en vie comparaison avec les patients qui présentent des lésions viscérales où la prognose est vraiment peu favorable. Et la progression de maladie va aussi stopper parce qu'au bout de 10 ans, pareil, on voit que 2/3 des patients qui ne présentent pas non plus vraiment widespread de la maladie. Donc, il n'y a pas encore présent de maladie polymétastatique. Je vais finir juste avec encore parler un petit peu des métastases cérébrales, parce que ça sont les diagnostics un petit peu défavorables. Quand on parle de patients qui sont découverts avec des métastases cérébrales, en moyenne, si on ne fait pas quelque chose, la survie est au bout de 2-3 mois. Si on va leur proposer une radiothérapie, où on va traiter donc l'encéphale en total, on peut gagner du temps, il va arriver au bout de 6 mois. Et c'est pourquoi on fait ici une radiothérapie, parce que la plupart des produits de chimiothérapie, ils ne vont pas réagir au niveau de la tête. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la tête, il y a une barrière pour filtrer certains produits. Donc, des molécules qui sont plus grandes, ils ne peuvent pas entrer dans la tête. Par exemple, un petit peu, éthanol, donc de l'alcool, c'est une petite molécule. Donc, si on va voir, par exemple, 3 coupes de champagne, l'éthanol, il peut entrer dans cette barrière au niveau de la tête et on devient un petit peu saoul. La différence, c'est donc la chimiothérapie, il ne va pas réagir, donc le patient il peut rester vraiment stable au niveau du corps, au niveau du thorax, au niveau du foie, durant l'immunothérapie ou durant par exemple la chimiothérapie, mais il y a une progression au niveau cérébral. Donc on est obligé de traiter donc, tout le cérébral avec la radiothérapie, ce qui donne aussi une certaine morbidité, parce que les patients ils peuvent être après un petit peu fatigués. Ils peuvent avoir des troubles de concentration, un petit peu aussi somnolents parfois, donc ce n'est pas non plus idéal. Et on voit que certains subgroupes des patients des cancers du sein qui ont des caractéristiques, par exemple R2, chez eux, on sait par exemple que si on traite les métastases cérébrales, on peut vraiment gagner plus de temps. Donc, pour les métastases cérébrales, on a 2 options. Soit on n'a qu'une chirurgie, soit on fait une radiothérapie. L'avantage de la chirurgie, c'est qu'on peut traiter vraiment des grandes lésions, s'il y a une compression, par exemple, au niveau de la tête, ou vraiment grand œdème, où on va rapidement avoir une réponse. En radiothérapie, l'avantage là, c'est qu'on peut traiter toutes les localisations, aussi les localisations de certaines lésions qui sont sur des places moins accessibles pour une chirurgie, qu'on peut traiter en même temps, par exemple, 2 ou 3 avec des lésions, que la morbidité est également moins, et qu'on va aussi rapidement être retapé de notre traitement et reprendre donc notre vie un petit peu quotidienne normale. Cette étude montre aussi donc, un aspect de la radiothérapie stéréotaxique où on va comparer les patients qui vont donc recevoir un traitement sur l'encéphale total et des autres patients où on va donc donner le même traitement, mais on va donner donc un boost avec donc un stéréotaxique, un traitement sur la petite lésion pour vraiment donner une dose ablative. Et si on regarde les chiffres de la survie, on voit qu'on gagne vraiment de temps, qu'on est presque à 1 an en moyenne. Les patients qui sont opérés d'une lésion cérébrale, là, on retient toujours l'indication pour faire encore une radiothérapie post-opératoire. C'est un petit peu pareil pour beaucoup de localisations qui sont opérées, par exemple un cancer du sein. Une dame qui a gardé donc, son sein, on fait encore radiothérapie adjuvante au niveau du sein. Donc c'est pareil, un petit peu au niveau cérébral. On va enlever la lésion et après on va proposer à un patient encore une radiothérapie. Avant, on faisait souvent une radiothérapie totale de la tête et maintenant on va juste donner une dose autour du lit opératoire. Et là, on voit qu'il y a vraiment un bénéfice pour donc vraiment les effets secondaires pour la fonction cognitive, qu'on gagne du temps.
Ça sont juste les images pour montrer qu'on peut donc traiter, vraiment cibler une lésion au niveau de la tête, petite lésion, avec plusieurs faisceaux. Voilà, et là j'arrive donc au fin de mon topic. Je vais vous juste dire encore un petit peu ce qu'il faut retenir. Donc, que ce jour-là, à Dunkerque, on peut vous proposer ce traitement de radiothérapie stéréotaxique, qui est important pour les patients. Malgré qu'on a donc quelques lésions à distance, on peut traiter cette lésion, et c'est par exemple parfois aussi répétitive. Ça peut être 9 mois après qu'on voit de nouveau des lésions apparaître, qu'on peut de nouveau donc traiter ce patient, et qu'il y a donc vraiment une preuve que cette technique est vraiment, qui montre un grand bénéfice sur la survie globale. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.